Franc-parler spécial législative 2022 en Guadeloupe. Nous continuons à recevoir différents candidats. Notre invité, José Toribio, ancien maire du Lamentin, candidat dans la 3e circonscription. José Toribio, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs d'Éclair TV. C'est un sale temps pour vous, José Toribio. En pleine campagne, juste avant le premier tour, la Cour de cassation a rejeté votre pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre. Vous êtes donc définitivement condamné. Alors, c'est vous qui le dites. J'ai eu vent ce matin qu'il y a un document qui circule. Alors, j'ai eu une copie du document. Bien sûr, c'est un document qui n'est pas signé. C'est un document qui n'est pas tamponné. Alors, comment se fait-il que la Cour de cassation se serait réunie ce matin et déjà en Guadeloupe, le document est arrivé? Daté du 9. Oui, mais daté du 9. Mais où est le tampon? Où sont les signatures? Avec des drôles de noms. Le président s'appellerait M. Soulard, l'un des conseillers s'appelait M. Sommier, une autre conseillère, Mme Delalance, des noms qui ne sonnent pas très bien. Donc vous êtes en train de dire que c'est un faux qui circule? Selon mes avocats et moi, je pense que c'est un faux. Quand il y aura une décision, elle adviendra. Et elle sera tamponnée, elle sera signée. Mais la préfecture ne l'a pas. Mes avocats ne l'ont pas. Voilà. Voilà ce que je dis. Et donc, ça révèle les intentions extrêmement malveillantes. À 24 heures d'un scrutin, que ça puisse tout d'un coup paraître. Ce serait soit un faux, soit alors une main présidentielle qui passe quelque part, parce que l'on sait pertinemment que je suis le candidat qui dit non à ce gouvernement. Je suis le candidat rebelle, qui ne veut pas accepter ce qui se passe, qui ne veut pas accepter la descente de mon pays, comme ça se passe aujourd'hui, qui n'accepte pas la complicité des élus, sortant ou voulant arriver. Et ça, c'est ça qui est en jeu. C'est la liberté de la Guadeloupe qui est en jeu. C'est pas d'autre chose. Moi, j'assume tous les combats, quels qu'ils soient. Oui, et donc, ça veut dire que vous comptez attaquer? Ça veut dire tout simplement que je suis candidat aux élections législatives. Non mais attendez, si on fait circuler un faux document sur vous, à moins de 48 heures d'un scrutin, c'est quand même assez grave. Mais je verrai ça avec mes avocats. Ouais. Tout simplement, je verrai ça avec mes avocats. Pour le moment, je suis candidat aux législatives, j'ai des choses à proposer à la population. Nous votons après-demain, samedi. C'est ce qui compte. À chaque jour suffit sa peine. Bon, en tout cas, la décision, elle finira bien par tomber. Si, Eh bien, elle tombera, il y aura l'application de la loi. On verra. Bon. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Cela n'entame pas, en tout cas, votre détermination affichée pour cette élection? Non, ça n'entame ni ma détermination, ni celle de mon suppléant, M. Bernard Abdoul Manin-Roudine, qui est un brillant suppléant, qui possède les textes juridiques et qui, très largement, peut siéger à l'Assemblée nationale, tout comme il peut être un élu local de grande envergure. Et c'est quelqu'un avec qui il faudra compter dans l'avenir politique du pays. Il n'a que 52 ans. Il a encore de belles années à réaliser au bénéfice de la population guadeloupéenne. On pourrait se demander, José Toribio, sans vous faire offense, qu'est-ce que vous avez encore à prouver politiquement? Il y a une chose qui m'insupporte, c'est que ce pays est dirigé et on a constitué l'espèce de chape de plomb qui emprisonne les Guadeloupéens, qui incarcère toutes les volontés, qui a procédé à l'incarcération des énergies. Je veux faire exploser cette chape de plomb, dont le principal artisan, c'est le parti le plus néfaste à la Guadeloupe. C'est ce parti qu'on appelle Guadeloupe Unie, qui n'est même plus socialiste d'ailleurs, puisqu'ils ont enlevé le mot de socialisme de leur intitulé. Ce parti sorti de Fruigé, de Grappe-G, mais c'est le parti qui a fait le plus de mal à la Guadeloupe. C'est ce parti-là qui a fermé l'usine de Bonne-Mère. C'est ce parti-là qui a fermé l'usine de Beauport. C'est ce parti-là qui a fermé l'usine de Grosse-Montagne. C'est ce parti-là qui a liquidé la GAT. C'est ce parti-là qui a liquidé Air Guadeloupe. C'est ce parti-là qui a liquidé la Guadeloupe. Et donc, je crois que ça suffit comme ça. Il faut libérer les énergies pour qu'on puisse enfin tenter de reconstruire notre pays. Il y aura des à-coups, forcément. Les hommes ne sont pas faits de même modèle, du même moule. Mais enfin, on sera libérés. Nos énergies seront libérées. Il y a des choses qu'on sait faire, on le fera sur le développement économique, sur la solidarité, et puis se posera le moment venu. Et il faudra traiter cette question, la question de l'évolution statutaire du pays. Vous parlez sévèrement de GUSR, pour autant... c'est le parti qui a le vent en poupe en ce moment en Guadeloupe. Il a le vent en poupe parce qu'il y a une espèce de clientèle électorale à qui il faut s'adresser.
pour bien faire comprendre que finalement, ce ne sont pas que des promesses qu'on dirige un pays, mais on dirige un pays à partir d'un programme bien établi, discuté avec le peuple, et que ce ne soit pas un programme de 5 ans. Un programme de 5 ans ne signifie rien du tout. Un programme de 5 ans, c'est demain matin. Un programme politique, sérieux, qui traite des questions économiques, des questions sociales, des questions culturelles, fondamentales dans notre pays. Et bien ce programme-là, il doit être un programme d'au moins 50 ans. Voilà ce qu'il y a. Et ça, on est prêt à travailler là-dessus. Je ne suis pas prêt à être le député Godillot, tel que les députés sortants qui sont là, qui ont déjà signé une charte, comme quoi ils se tairont, comme quoi ils vont obéir à M. Emmanuel Macron, comme quoi ils vont finalement sacrifier les intérêts de la Guadeloupe. Je ne suis pas prêt à ça. Je suis prêt à porter une voix guadeloupéenne au sein de l'Assemblée, avec d'autres partenaires, notamment de la gauche républicaine et socialiste, notamment de la France insoumise, notamment avec les partenaires qui voudraient bien, les départements et territoires d'outre-mer, s'ils sont d'accord sur les conditions pour aller au progrès et pour que nous puissions évoluer. On ne peut pas faire fi d'un pays de la Guadeloupe. L'outre-mer représente 75% de la biosphère internationale. La surface maritime de la Guadeloupe est importante. Ce n'est pas rien. C'est un atout pour la France. Et il faut que la France, par voie de conséquent, puisse rendre le pendant de cette chose-là. Il y a des dossiers importants qu'il faut traiter. Il y a le dossier des collectivités locales. Les collectivités locales touchent une dotation qui est inférieure par rapport aux collectivités de France. Il y a un rapport du Sénat, un rapport d'une centaine de pages, sur l'analyse de l'impact de la réforme de la dotation globale de fonctionnement sur les collectivités locales. Voilà un dossier dont personne ne parle. Et pourtant, nos dotations sont inférieures aux communes de France, et pourtant, le gouvernement reconnaît que nous avons 40% de cherté de vie. Donc nos dotations devraient être supérieures à 40%. Il y a d'autres dossiers. Il y a un dossier fondamental. C'est le dossier de la misère sociale dans notre pays. Quand on croise 4 Guadeloupéens, il y en a un qui vit en dessous du seuil de pauvreté. 400 000 habitants, 100 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Moi, je prétends qu'il y en a 125 000. Mais disons 100 000. Il y a 62 500 personnes qui sont mal logées en Guadeloupe. Il y a 23 000 personnes en attente de logement social. Pourtant, la LBU, qui finance le logement social, est passée de 274 millions en 2014 à 210 millions aujourd'hui. Et les députés et les sénateurs viennent fièrement nous dire qu'on a gelé le montant de la LBU. Mais si on l'a gelé, ça veut dire que ça diminue, parce que les prix de matériaux de construction augmentent, donc on produit moins de logements. Et puis il faut cesser de faire des logements locatifs. Il faut passer au logement en accession sociale à la propriété. C'est mon cheval de bataille, c'est cela. Alors la misère sociale, c'est, pour lutter contre ça, c'est 1, relever le SMIC, 1500 € net. Faire en sorte qu'aucune retraite ne soit inférieure à 1100 €. Geler les prix des produits alimentaires, geler le prix du pain, du lait, du riz, des pâtes, des produits de première nécessité alimentaire. Revenir à un ordre public économique tel que ça existait jusqu'en 1986, où c'est le gouvernement qui fixait ces prix-là, et que ce ne soit pas laissé à l'appréciation libre du marché encore moins libre. Imaginez qu'une baguette coûtait 25 centimes quand nous étions en francs, elle passe à 1 €. Ça veut dire que le prix de la baguette a augmenté de 24 fois. Et donc, les prix augmentent et nos salaires n'augmentent pas. Donc il faut également geler les prix et faire en sorte que les salaires puissent progresser au rythme de l'inflation pour garantir le pouvoir d'achat. Ça, c'est un dossier de misère sociale qu'il faut traiter. De la même manière qu'il faut enlever le montant total de la CSG sur les retraités, diminuer le taux de prélèvement de la CSG, puisque le gouvernement reconnaît que nous avons une vie plus chère ici. Donc diminuons d'autant le montant de la CSG sur les petites retraites qui sont versées. Comment voulez-vous vivre avec 400 € de retraite, on enlève de la CSG dessus? Alors qu'on sait très bien que la sécurité sociale n'est pas menacée. Le régime de la sécurité sociale est garanti pour 70 ans. Tout le monde oublie que Lionel Jospin avait mis un fonds spécial alimenté chaque année pour garantir la sécurité. Il y a plus de 150 milliards qui attendent la sécurité sociale, là. Et que la sécurité sociale n'aura aucune difficulté d'ici 70 ans. Maintenant, entre-temps, il faudra prévoir à des palliatifs pour que ça puisse perdurer. Il faut rembourser tous les soins dus à la chlordécone. Ce sont les inégalités sociales sur lesquelles il faut travailler. Et il faut enfin, dernière chose, the last but not the least, il faut quand même réembaucher l'ensemble du personnel hospitalier qui a été mis à l'écart. Alors tout le monde s'évertue aujourd'hui à crier comme des cabris, qu'il faut revendiquer l'intégration. Mais que diable se sont-ils tus depuis le mois de juillet? Que diable se sont-ils tus
en juillet, en août, en septembre, en octobre et jusqu'au mois de mai. Et comme il y a des élections, tout d'un coup, tout le monde se réveille. On est prêt à, y compris sur le budget communal, à embaucher des gens pour faire en sorte que la pression fiscale de Goya, par exemple, puisse augmenter. Il faut arrêter de tromper le peuple. Voilà des vraies questions. Moi, je sais que j'ai écrit au président de la région, j'ai écrit au président du conseil départemental, j'ai écrit aux députés, j'ai demandé une convocation express de congrès. Sur cette question-là, personne n'a bougé. Les Martiniquais, eux, ont pris une motion à l'unanimité demandant la réintégration. Et ça va à bon train en Martinique. Ici, ce n'est pas un communiqué de presse du président de la région qui fera bouger quoi que ce soit. De toute manière, le président de la région est prisonnier de M. Losbar. Il est prisonnier du président de Guadeloupe-Uni. Bémao est d'ailleurs prisonnier. La commune de Bémao est prisonnière par M. Chalus, prisonnier de Guadeloupe-Uni, et par Mme Chouangon, prisonnière du PS, qui a proposé une loi visant à l'obligation vaccinale. Voilà où se trouve le peuple de Bémao. Pour se libérer, le peuple de Bémao n'a qu'une seule solution, c'est de voter pour José Toribio. Vous êtes donc candidat, José Toribio, avec quelle étiquette? Vous revendiquez toujours celle de la France Insoumise? J'ai l'étiquette du Parti Socialiste Guadeloupéen, d'abord, et je suis soutenu par la France Insoumise. Vous avez reçu le communiqué des autorités de la France Insoumise pour ce faire. Oui, Marie-Laure Aigle. Elle n'a pas reçu le communiqué. Adversaire. Il n'y a aucun texte officiel qui le dit. Oui. Bon, je sais qu'elle me... Je ne suis pas député sortant. C'est quoi ces bisbilles Mais je ne sais rien, c'est son affaire, c'est pas la mienne. Moi, j'ai un programme que je défends, j'ai des idées que je défends. Et que je veux vous n'avez pas été tendre avec elle, on a vu un écrit, peut-être que vous allez dire qu'il n'était pas de vous. Ah ben, moi, je n'ai pas encore écrit sur elle, et je m'en garderai. Elle passe son temps à médire de moi. Je ne suis pas le candidat sortant. Moi, j'attendais qu'elle médise, comme un autre candidat de Sainte-Rose d'ailleurs, qu'il puisse médire du sortant et non de moi. Mais enfin, bon, quand on pèse 203 voix aux élections municipales de 2020 sur 14 711 électeurs à l'époque, ça représente un petit peu plus, un petit chouïa en plus de 1%. Je crois que la seule solution, c'est de se taire. Votre regard sur l'action du député sortant, Max Mathiazin? Écoutez, c'est très simple. L'Assemblée nationale a voté 4000 textes de la dernière mandature, de 2017 à 2022. J'ai tout lu, les 4000 textes qui ont été soumis à l'Assemblée nationale. Sur la moitié des textes, M. Mathiazin était absent. Quand on vote pour un député, c'est pour qu'il ne soit pas absent, mais qu'il soit présent pour défendre becs et ongles les intérêts du peuple guadeloupéen. Parce qu'on dirait que par un phénomène chimique bizarre, par une opération de Saint-Esprit, une fois qu'ils prennent l'avion, ils oublient qu'ils sont guadeloupéens et votent tout ce que leur maître dit là-bas. Ils ont genoux à terre, échine courbée et tête baissée. Ce n'est pas le genre de ma maison. Nous, on a la tête haute et on peut parler à n'importe quel ministre. Un ministre n'est qu'un homme. Et un homme, ça fait des erreurs, il est faillible. Et donc, nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple guadeloupéen et rien d'autre. Monsieur Mathiazin, écoutez, j'ai quelques exemples, j'irai vite. Monsieur Mathiazin n'a pas voté la loi d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture. C'était l'occasion de dire, et l'agriculture guadeloupéenne est-elle concernée ou pas? Il n'a pas voté l'ensemble de la proposition de loi votant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement. C'était la fameuse proposition de Chimi. Il n'a pas voté. Il n'a pas voté sur l'ensemble de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé dans le milieu du travail. C'est quand même extravagant. Il n'a pas voté la proposition visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle dans le milieu des entreprises. Donc les femmes, ça n'existe pas. Il n'a pas voté l'ensemble de la proposition visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. En deuxième lecture, c'est quand même grave. Il n'a pas voté l'ensemble de la proposition relative à la protection des langues régionales et à leur promotion, c'est-à-dire notre créole. C'est quand même grave. Par contre, le 5 janvier 2022, récemment, alors que la Guadeloupe est à feu et à sang, alors que des barrages s'érigent partout dans tous les coins de rue, alors qu'on accuse des jeunes d'avoir monté et brûlé, alors qu'on a vu en direct sur certaines chaînes de télévision que ce n'était pas des jeunes, M. Mathiazin vote le projet sur le renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire, c'est-à-dire tous les pouvoirs de police pour venir briser mes libertés à moi, les libertés du peuple. Nous n'avions pas pendant 2 ans la liberté d'aller et venir. Nous n'avions pas la liberté de vendre. Les CRS sont rentrés dans les officines pharmaceutiques, prendre des médicaments, les saisir pour que ce ne soit pas distribué au peuple. Nous n'avions pas la liberté de conscience parce que la presse officielle ne faisait que matraquer la conscience des gens. Je parle de la chaîne publique, celle qui a tous les moyens
et qui en même temps d'ailleurs, d'après ce que j'ai appris, a un budget de formation professionnelle qui est, Oui. qui est vierge. C'est pas le lieu. Oui, c'est pas le lieu, mais enfin, la formation, ça sert quand même à évoluer. Hein. Il faut que tous on puisse évoluer dans le même sens. À quoi sert qu'un pan de la société monte et que l'autre descende? Ça veut dire que c'est... Voilà ce qu'ils votent. Ils votent en même temps la confiance au gouvernement. Ils votent le traité Atlantique Nord qui permet aux produits agricoles du Canada et des États-Unis de rentrer sans barrière douanière, ici ma mémoire est bonne, sans barrière phytosanitaire sur le marché européen. Donc ici, or la Floride, la Louisiane, le Mississippi, le Texas, l'Arizona sont à peu près de même latitude que nous. Nous, on est à 24 degrés de latitude, ils sont à grosso modo 30 degrés de latitude. C'est-à-dire qu'ils ont le même climat. Il y a qu'à planter canne, il y a qu'à planter banane, il y a qu'à planter ignames, il y a qu'à planter tout ça, nous qu'a fait. Et donc, quand on plante 30 hectares, les Américains plantent 300 km². On paye les charges sociales, c'est l'ouvrier agricole lui-même qui paye les charges sociales aux États-Unis. Donc ça tue l'agriculture guadeloupéenne. Monsieur Mathiasin était chez moi ce soir-là. Il m'a dit qu'il ne le voterait pas et il l'a voté. Il a voté contre la Guadeloupe. Il est indigne des députés guadeloupéens. Ça, ce n'est pas un député qui nous défend. Contrairement à ce qui est marqué sur son affiche, il défend qui? Pas nous. Il défend le MODEM. Et que je sache, le MODEM, ce n'est pas une école de formation socialiste, c'est un pied armé du pouvoir macroniste et du pouvoir de droite. En guise de conclusion, en 1 minute, José Toribio, vous allez pouvoir vous adresser directement aux électeurs de la 3e circonscription. Je dis aux électeurs de la 3e circonscription que nous, M. Bernard Abdul Manen-Roudine, mon suppléant et moi-même, nous sommes pour une société de partage de la richesse sociale. C'est-à-dire que nous admettons que les entreprises puissent produire et avoir des bénéfices. Mais ces bénéfices-là doivent être répartis de manière saine et juste entre les mains de ceux qui créent la richesse, c'est-à-dire des salariés. Il ne faut pas que ce soit un profit extorqué simplement par les patrons. Nous sommes pour une société sans exclusive des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées. Nous sommes pour une société de production, parce qu'on ne construit pas un pays sans que les entreprises ne fonctionnent. Nous sommes pour une société d'égalité, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes pour une société d'équité, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes pour cette société-là. Nous sommes pour une société, enfin, d'épanouissement culturel et sportif. Nous avons tous les talents qu'il faut. À quand une école d'art plastique? À quand une école de danse? À quand une école de peinture? Une école de danse? Une école de théâtre? À quand ces écoles qui délivraient non pas des attestations de stage, mais des diplômes pour que notre jeunesse puisse en faire profession? Une société, pour la construire, celle-là, il faut être humaniste. Il faut aimer les hommes du pays. Il faut aimer les femmes du pays. Il faut aimer l'enfance. Moi, j'aime mon peuple et j'aime la terre sur laquelle je marche. Les autres, ils n'aiment qu'eux-mêmes. Et moi, je dis, il faut choisir ceux qui aiment, qui ont du cœur. J'ai profondément ce sentiment-là. Il faut du cœur et du bon sens pour construire le pays. Ce n'est pas de l'intelligence qu'il nous faut, du bon sens. Dans le temps, les agriculteurs étaient conseillers généraux. M. Childerguy Trinqueur, maire, vice-président du conseil général, était docker. Il n'y avait pas de déficit à l'époque. Il y avait du bon sens. On a eu des inondations. Nos anciens faisaient des caniveaux. Ils calculaient la nature pour que l'eau passe. Les grands ingénieurs diplômés sont arrivés à embaucher les caniveaux. À moindre plus, inondation. Revenons à l'humanité qui nous est nécessaire. Revenons au bon sens pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays, la Guadeloupe. Je vous remercie du rendez-vous que nous fixons le 11, là, pour l'élection du député, et que tout puisse commencer à changer. On ne va pas tout bouleverser en un seul moment, mais commençons à mettre la première pierre d'une nouvelle construction où chacun sera égal à l'autre et où nous serons dans un état où nous pourrons tous vivre pleinement notre Guadeloupe qui nous est si chère. José Toribio, merci. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Éclair TV, la campagne des législatives également.